que c'est bon. Ben, bonjour à tous. Merci à Catherine et Hugo de m'avoir invité. Donc ça va être l'exposé a quelques redondances avec le précédent, mais le point de vue est légèrement différent, on va dire. Ouais, j'espère. Systerel travaille un peu comme on a à peu près les mêmes domaines d'activité que Clearcy, avec quelques différences où Clearcy va plus sur le matériel, nous on reste plus logiciel et conception système. Et beaucoup de ferroviaire et un peu d'aéronautique, nucléaire et industrie maintenant. Donc des logiciels critiques en général pour la sûreté de fonctionnement et de plus en plus de la cybersécurité parce que la sûreté de fonctionnement ne suffit plus. Donc la grosse différence, c'est la sûreté de fonctionnement, c'est on s'intéresse à avoir des systèmes qui fonctionnent même quand il y a des erreurs aléatoires. Et la cybersécurité, on s'intéresse à avoir un système qui fonctionne correctement, même quand il y a des méchants qui sont intelligents et qui essaient de casser le système. L'entreprise, donc on est 120 personnes à peu près, 11 millions d'euros de chiffre d'affaires, et puis des gens assez expérimentés sur Aix, Paris et Toulouse. Donc pourquoi des méthodes formelles ? Donc d'abord, qu'est-ce que j'appelle méthode formelle? Parce que des fois, il y a ambiguïté. Donc méthode formelle, pour moi, c'est des maths, des choses qui ne sont pas ambiguës, et avec de la preuve. Si on fait juste écrire des énoncés non ambigus, mais qu'on ne fait aucune preuve dessus, qu'on ne raisonne pas avec, type, par exemple, du UML, pour moi, ce n'est pas une méthode formelle, puisqu'il n'y a pas de... D'abord, c'est souvent ambigu, et ensuite, on ne fait pas de preuve avec. Et il faut que la preuve soit vérifiée par la machine, parce qu'on sait que dans le domaine du logiciel, typiquement, les choses sont trop compliquées pour qu'on puisse faire des preuves à la main et se dire ça va être correct. Et pourquoi on fait des méthodes formelles? Donc, du point de vue de l'industriel, c'est un outil pour maîtriser les risques. Donc, quand on développe des systèmes, c'est des choses qui sont très compliquées et donc où il y a beaucoup de risques, que ce soit des risques en termes de safety ou de sécurité. Et donc on veut détecter les problèmes au plus tôt, parce que plus on les détecte tôt, moins ça coûte cher à réparer. Donc on veut les détecter plutôt en phase de spécification que pendant le codage ou les tests, et plutôt pendant qu'on fait une preuve, plutôt qu'une fois qu'on a déjà tout terminé et qu'on est en phase de test, ou encore pire, une fois qu'on a déployé et que c'est dans la nature. Et donc l'idée d'utiliser des méthodes formelles, c'est d'utiliser des modèles mathématiques, et donc c'est comme dans les sciences, on modélise ce qu'on veut faire, on raisonne dessus, et après on le fabrique et on le déploie. Au lieu de on le déploie et après on voit pourquoi ça ne marche pas et on revient dessus. Donc j'ai différents cas d'application. Donc il y a le B pour le logiciel, le B pour le système, la validation formelle de données que Thierry a déjà présenté. Et puis après, je présenterai d'autres approches, donc Systerel Smart Solver, et puis, pour faire plaisir à Hugo, un petit développement au coq. C'est tout petit. Donc sur le B, je ne vais pas revenir... grosso modo, Thierry a déjà tout dit. Donc c'est prédicat du premier ordre, théorie des ensembles et arithmétique. Et donc pour vérifier que les logiciels donc, on les spécifie en B, on vérifie que c'est conforme à la spécification, qu'il n'y a pas d'erreur à l'exécution. Donc quand il y a des accès tableau, on n'a pas des accès hors borne, on n'a pas de division par zéro, des choses comme ça. Et on vérifie aussi la terminaison du logiciel, ce qui n'a pas toujours beaucoup de sens, puisqu'on a des logiciels qui sont en général cycliques, donc on va juste vérifier que chaque cycle termine. Et donc on part d'une modélisation abstraite, on va définir des invariants qui nous disent les choses qui sont toujours vraies. Pour chaque opération, donc, ou fonction, ou subroutine, ou procédure, il y a une précondition qui dit quand est-ce qu'on peut l'appeler, une postcondition qui dit qu'est-ce qu'on peut espérer comme résultat.
et qui peut être plus ou moins fort. On utilise du raffinement pour descendre de choses. Comme on est en B, on a de la théorie des ensembles, donc on peut exprimer des choses très haut niveau sans se préoccuper trop de comment c'est implémenté. Et puis ensuite, on va graduellement descendre sur des outils plus logiciels comme des tableaux. Et le logiciel est décomposé sous forme arborescente. Et donc on va faire une preuve de cohérence que les appels sont bien, toutes les fonctions sont bien appelées dans leurs préconditions et que les invariants sont toujours vrais. Et que les boucles terminent. Et ensuite, donc, traduction 1 pour 1, ça permet de faire sauter dans un cadre de développement, typiquement dans le ferroviaire, on ne va pas faire de test unitaire ou d'intégration entre les composants B. En revanche, il reste les tests de validation, et ceux-là, on ne les fera pas sauter parce que le problème principal dans cette approche-là, c'est que le B permet de vérifier que tout ce qu'on a fait, on a bien travaillé, mais ça ne nous dit pas que les spécifications étaient bien ce qu'on voulait. Donc, de toutes les façons, il reste des tests de validation pour vérifier que, globalement, le système fait bien ce qu'on veut. Donc, un tout petit exemple avec donc, j'ai à gauche... Ah oui, mais vous n'allez pas voir... Si, vous voyez la souris. C'est bon? Ouais. Donc, une petite machine. Donc, j'ai une variable abstraite qui a un ensemble d'entiers quelconque. Il n'est pas nécessairement fini. Je l'initialise à vide et après, j'ai deux opérations. Une pour ajouter un élément dans l'ensemble. Donc, il demande à ce que le paramètre soit un entier, puis qu'il le rajoute dans l'ensemble. Et puis, une autre fonction qui va juste retourner le maximum de l'ensemble. Et qu'on ne peut appeler que si l'ensemble est non vide. Donc, il faudra avoir appelé ajouter une fois avant d'appeler lire max. Et donc, ça, c'est la spécification. Donc, on voit c'est de la théorie des ensembles et c'est assez général. Et après, le raffinement à droite, donc ça, c'est une implémentation et qui correspond à du code informatique. C'est l'équivalent d'un programme qu'on pourrait écrire en C, en Python, en assembleur, ce qu'on veut. Parce qu'on n'a plus qu'une seule variable qui est juste un entier. Donc c'est une variable toute simple. On ne mémorise pas du tout l'ensemble. Les opérations, donc on initialise la variable à la valeur minimum de son type. Le ajouter, on va juste regarder si la nouvelle valeur est plus grande et si oui, on change la mémoire qu'on a du maximum, sinon on ne fait rien. Et le lire max, c'est juste renvoyer la valeur de cette variable-là. Et ensuite, on a un invariant, donc l'invariant, donc il y a le typage de la variable m. Et puis après, il y a ce qu'on appelle l'invariant de collage qui fait le lien entre l'implémentation et son abstraction et qui va servir à montrer que ce raffinement est bien un raffinement correct. Un exemple d'application hors ferroviaire, parce que j'en ai un bon. Donc, c'est un développement qu'on a fait à Systerel qui s'appelle Safe and Secure OPC-UA. Donc, le OPC-UA, c'est un protocole pour discuter entre automates, PLC, etc., dans le domaine de l'industrie. Donc, c'est un protocole client-serveur et où la cybersécurité a été pensée dès la conception du protocole. Il est suffisamment récent, donc il y a tout un... Le protocole, il est décomposé en, je sais pas, une dizaine de spécifications, et il y en a une qui est dévolue uniquement à la sécurité et qui a été relue et puis un peu corrigée après, notamment par le BSI, donc c'est l'équivalent de l'ANSI en Allemagne. Et donc, on a utilisé la méthode B pour... la partie haut niveau du logiciel. Donc, on a la partie logiciel de base, interface avec l'OS, etc., qui est programmée en C. Et en revanche, tout ce qui est... la cryptographie, elle est dans des bibliothèques. On n'a pas redéveloppé des bibliothèques crypto. Il y a des gens qui font ça très bien. On peut d'ailleurs en utiliser plusieurs suivant l'endroit où on veut déployer. Et donc, nous, ce qu'on a, c'est la gestion des canaux sécurisés des sessions. Donc, c'est ce qui permet de s'assurer que le client et le serveur sont bien ceux qui croient être et de vérifier les autorisations. Et tout le traitement des requêtes et des réponses qui correspondent au protocole client-serveur.
Et notre implémentation, donc elle est à la fois certifiée fonctionnellement par la Fondation OPC, et d'autre part, elle a un visa de sécurité de l'ANSSI en France, qui permet de justifier qu'elle peut être utilisée dans des cadres où la sécurité des systèmes d'information est importante. Et donc les traits particuliers par rapport au ferroviaire de ce modèle B, c'est d'une part, on a des pointeurs et de la location dynamique, alors que dans le ferroviaire, on n'a jamais de pointeurs et on n'alloue jamais des trucs dynamiquement. Donc ça a demandé à trouver des nouvelles techniques pour utiliser le B pour ça. Et l'autre aspect qui est dans le protocole OPC-UA, il y a ce qu'on appelle un address space. Donc en fait, c'est sur le serveur, tout est modélisé sous forme d'objets, avec un graphe d'objets, avec des classes, des pointeurs dans tous les sens. Et donc le code passe pas mal de temps à naviguer dans ce graphe-là. Et ça change un peu du ferroviaire où les choses sont un peu plus linéaires. Donc le train, il va tout droit, et on lui demande de s'arrêter là. Là, c'est des trucs qui bifurquent dans plein de sens. Donc avec pas mal de choses en plus. Ensuite, le B événementiel par la conception système, donc c'est aussi ce dont tu as parlé, Thierry. Ah oui, j'ai oublié de préciser, là, en haut, c'est les livres de Jean-Raymond Brial. Donc le premier, c'était la méthode B, celui-là, c'est sur la modélisation système avec le B événementiel. Donc l'idée, c'est de, quand on conçoit un système, de faire un modèle. Donc on va faire un modèle du contrôleur, donc ça, c'est ce qu'on veut développer, de l'environnement dans lequel il doit s'exécuter. Et le but du jeu, c'est de montrer que globalement, le système est sûr. Et donc, ça va dire expliciter les hypothèses sur l'environnement, définir les propriétés de sécurité, donc les choses qu'on veut démontrer, et puis ensuite faire une preuve formelle que ces propriétés tiennent. Donc, elles sont présentées sous forme d'invariants. Et la modélisation est faite sous forme, donc c'est un peu comme un programme réactif, où on décrit des événements en disant, en donnant des paramètres, une garde qui est dans quelles conditions l'événement peut se déclencher. Il n'y a pas d'ordonnancement. Et les actions, c'est l'effet qu'a l'événement sur soit la mémoire du contrôleur, soit sur l'environnement. Et ensuite, on utilise du raffinement. Donc on part avec quelque chose de très très abstrait, et ensuite, par raffinement, on va introduire des détails de conception et raffiner aussi le temps. Au début, on a des événements qui sont relativement éloignés les uns des autres. Et on va expliciter, en introduisant les détails, on va raffiner aussi le temps, la granularité du temps qu'on considère. Et donc des applications, il y a la première application qu'on avait faite, c'était la DIR 41, donc c'est la spécification de la signalisation de la RATP. Donc la signalisation, c'est tout ce qui est commande d'aiguillage, signaux, et qui s'assure que les trains ne vont pas se rentrer dedans. Ça, c'était quelque chose qui existait déjà, qu'on a modélisé. On a bien entendu trouvé des problèmes. Ensuite, les gens de la RATP ont dit « Ouais, mais ça, c'est des problèmes qui ne nous intéressent pas. » Parce que la probabilité d'occurrence est beaucoup trop faible. Mais au moins, ils étaient rassurés sur le fait que pour les problèmes qui les intéressaient, il n'y en avait pas. Et les trois autres cas, c'est des modélisations qui ont été faites avant même d'avoir développé le système. Donc c'était en amont, avant d'attaquer le développement. Donc il y avait le système sol d'un système CBTC. Donc CBTC, c'est les métros sans conducteur. Ils sont découpés en deux parties où il y a le sol qui s'occupe de faire en sorte que les trains ne se rattrapent pas, entre autres, et qui s'arrêtent au quai, etc. Et puis ensuite, sur le bord, dans le train, il reçoit des messages en lui disant « Tu as le droit d'avancer jusqu'à tel point », et il doit faire en sorte de s'arrêter avant. Donc c'est plus du contrôle de vitesse, des choses comme ça. Et donc la partie sol, c'est ce dont a parlé Thierry tout à l'heure. Donc c'est notamment un mécanisme à base d'enveloppe où on s'assure que les trains ne vont pas se rentrer dedans ou être pris en écharpe. Et sinon, d'autres systèmes de signalisation et puis même un treuil d'hélicoptère. Où le problème principal sur le treuil d'hélicoptère, c'est
que ça ne remonte pas trop vite, parce que si ça remonte trop vite, ça risque de remonter un peu plus haut et d'atteindre les ailes de l'hélicoptère, et là, ça devient très problématique. Donc les apports, donc, ça permet de raisonner de manière très abstraite sur quelque chose qui n'existe pas encore, donc de découvrir les problèmes au plus tôt, et surtout, un point très très important, c'est d'expliciter quelles sont les hypothèses qu'on a utilisées pour faire la preuve de sécurité. Parce que souvent, on fait la preuve de sécurité, mais on sait que les choses tiennent, mais on ne se souvient plus de pourquoi. Donc là, ça permet de garder le pourquoi. Et comme on travaille sur des choses qui n'existent pas, se pose la question de est-ce que mon modèle représente bien ce que je voulais modéliser. C'est très facile de faire un modèle qui marche bien, mais qui ne correspond pas du tout à ce qu'on voulait. Et donc, on va utiliser de l'animation pour valider le modèle. La technique suivante, c'est la validation de formels de données. Donc ça, c'est ce dont a parlé Thierry. Je ne vais pas en parler beaucoup plus. Il y a aussi la génération formelle dont je vais parler un peu plus. Donc l'outil qu'on utilise, c'est Ovado 2. Donc c'est un outil qui avait été développé par Clearcy pour la RATP et dont Systerel a récupéré la maintenance et les évolutions et qu'on utilise aussi sur nos prestations. Juste sur le besoin de vérifier les données, donc manuellement, Thierry a expliqué, c'est très pénible. Un autre aspect, c'est que donc comme c'est très pénible, on va vouloir utiliser des outils parce que faire à la main, c'est comme ce que je disais avant sur les preuves manuelles papier-crayon, ça ne marche pas. Et quand on a des volumes pareils de données, faire des preuves manuelles, ce n'est pas possible. Donc on va utiliser des outils. Le premier outil qu'il a utilisé, c'est Excel. Mais Excel, il a ses limites. Donc après, on va vouloir faire un programme. Mais quand on fait un programme, ça veut dire qu'il faut quelqu'un pour écrire le programme. La personne qui écrit le programme, en général, c'est pas autant avec Excel, le vérificateur peut écrire ses propres macros Excel et arriver à faire quelque chose qui marchote. Autant quand ça commence à devenir plus compliqué, il a besoin d'un programmeur. Et le programmeur, lui, il sait écrire des programmes, mais il ne connaît rien au monde du ferroviaire. Ou pas autant que l'expert, en tout cas. Et donc se pose le problème d'interface entre les deux, de besoin d'évolution, etc. Et donc le gros intérêt du formel, au-delà des aspects mathématiques, c'est que ça permet d'être plus lisible pour l'expert du métier. On peut lui apprendre à lire des prédits AB plus facilement que de lire un programme C++. C'est plus facile à faire évoluer. On peut modifier plus facilement des prédicats que des programmes qui implémentent des prédicats. Et un autre aspect très important, c'est qu'on peut introduire des abstractions, puisqu'on a la théorie des ensembles. Et on n'est pas obligé de raisonner au ras des pâquerettes comme on le ferait dans un programme. Et donc après, on a un truc qui se comporte comme un programme vu de l'extérieur, puisqu'on peut le relancer autant de fois qu'on veut, et à chaque fois qu'on fait une modif, on peut le relancer. Et puis quand on obtient un contre-exemple, c'est soit la donnée qui est fausse et il faut la corriger, la faire corriger, soit le plus couramment, c'est le modèle qui est faux. Et puis après, il y a le cas où c'est la règle qui est fausse, c'est-à-dire qu'on a la spécification qui est fausse, parce qu'elle dit ça ne doit jamais se produire, et puis on lance sur les données, on dit ah ben si, ça se produit, ah oui, mais ça c'est un cas particulier. C'est normal, c'est un cas particulier, mais on le gère par ailleurs. Et à ce moment-là, on modifie le modèle pour dire c'est cette règle-là, moins ce cas particulier, pour avoir un truc qui nous dise que les données sont bonnes. Et donc c'est utilisé sur plein de lignes de métro. Donc là, c'est la même chose sous forme graphique. Ça n'apporte pas beaucoup plus de choses. Ça permet de voir la distinction entre l'expert et l'activité de modélisation. Alors les données, ça peut être plein de formes différentes. Alors chez certains, c'est des bases de données. Et ils utilisent des requêtes SQL dessus pour faire Il y a eu des gens qui utilisaient des bases SQL et des requêtes SQL pour faire la validation. C'est pas très efficace et c'est pas très facile à maintenir.
Mais non, c'est des données statiques. Ça va être la description de la géométrie de la voie, la longueur des trains, les profils de vitesse. Je sais pas, il y a quoi? Il y a la pente. Ouais, voilà ça. Et après, la voie, elle est découpée d'une manière logique en segments. Donc on va aussi avoir le découpage en segments en disant quoi, on la découpe en segments, les segments sont regroupés en zones. Quoi. Il y a plein de. Mais au final, c'est que des entiers. Hein. Mais il y en a beaucoup. Et puis, on va vouloir s'intéresser à, je sais pas, par exemple, les trains sont localisés avec des balises. On va s'intéresser à ce qu'il y ait une balise à proximité des quais pour être sûr que le train va s'arrêter en face du quai. Même s'il a perdu sa localisation, donc il se localise, puis après il navigue à l'estime, et puis il estime qu'à telle vitesse, à tel moment, il doit être à peu près à tel endroit, mais c'est à peu près à tel endroit. Et quand on a des quais avec des portes palières, il ne faut pas que le train il s'arrête à 1,50 m de la porte, parce que sinon les gens ne vont pas être contents, ils ne pourront pas ni monter ni descendre. Donc on va mettre une balise à l'entrée du quai pour que le train puisse se relocaliser et qu'il s'arrête plus précisément en face du quai. Et donc c'est ce genre de propriété-là qu'on va vouloir vérifier. Et donc, au-delà de la vérification formelle, on peut aussi faire de la génération formelle de données. On va utiliser le même outil, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'au lieu de lui demander de nous répondre vrai ou faux, on va lui demander de calculer des nouvelles valeurs et qu'on va exprimer sous forme de B en lui disant calcule-moi tel ensemble en compréhension, par exemple. Et le résultat sera des nouvelles données. Et on utilisera néanmoins la validation de ces données-là. On les considère. Elles auront été générées par l'outil, mais on va quand même vouloir les valider formellement. Pour une raison simple, c'est que l'outil, pour sa certification, il est redondé. Donc il y a une version qui est écrite en Java et une autre qui utilise ProB, qui est l'outil dont a parlé Thierry tout à l'heure. Donc on a une vérification redondée et où on est relativement confiant que si l'outil dit que les propriétés sont bonnes, alors c'est effectivement le cas. En revanche, la génération, elle n'utilise qu'un seul des deux outils. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même faire tourner les deux outils à la fin. Ensuite, Systerel Smart Solver. Donc ça, c'est une autre approche de méthode formelle qui est assez différente. Donc ce n'est pas du B, et c'est une approche beaucoup plus brutale que le B. Le B, c'est une approche où on raisonne, on fait des preuves interactives, des choses comme ça. Sur la validation formelle, c'est déjà moins de la preuve interactive, c'est plus du brutasse. Et là, c'est du très brutasse. Donc on utilise un langage synchrone réactif qui s'appelle HLL, qui est une variante de Lustre ou Skate, si vous connaissez. Formellement, c'est un automate de Mealy qu'on décrit. Donc c'est un automate qui prend des entrées, qui produit des sorties, et les sorties et qui a un état interne. Et les sorties peuvent dépendre et de l'état interne et des entrées du cycle courant. Et donc dans cet automate, on va mettre le contrôleur qu'on veut valider. Alors soit on le modélise directement, soit la plupart du temps, on part d'un programme C ou d'un programme Skate qu'on traduit dans ce langage synchrone. Ensuite, on va décrire l'environnement dans lequel il s'exécute et les hypothèses qu'on fait sur l'environnement, les propriétés de sécurité qu'on veut démontrer. On prend tout ça, on instancie en injectant les données à l'intérieur et on mouline tout ça pour ramener ça à un automate où il n'y a plus que des booléens. Et ensuite, on va faire du model checking sur l'automate en booléen. Donc on va utiliser des solvers SAT. Et donc on va utiliser du BMC, donc c'est Banded Model Checking. Donc on va montrer que les propriétés tiennent au temps 0, puis au temps 1, puis au temps 2, puis au temps 3, mais en général on va jusqu'à 10, 20, pour le debug ça suffit. Et puis après, pour faire la vraie preuve, en revanche, on va utiliser des preuves par récurrence. Donc on va montrer que
le BMC nous aura déjà montré que ça tenait au cycle 0, et on va juste dire, si ça tient au cycle n, eh ben, on montre que ça tiendra au cycle n plus 1. Et en général, on s'arrête là. On pourra utiliser de l'induction avec ça tient à n et n plus 1, ça tiendra à n plus 2, mais ça devient rapidement trop gros. Parce qu'à chaque fois qu'on... typiquement, les problèmes SAT qu'on obtient sur un CBTC, c'est de l'ordre de 50 millions de variables booléennes. Donc à chaque fois qu'on déroule un cycle, on rajoute 50 millions de variables. Et donc les solvers, on arrive à faire des trucs qui marchent avec 50, avec 100. 150, ça commence à devenir gros, il y a des problèmes de représentation, ça ne tient plus des entiers 32 bits, des choses comme ça. Et donc après, si le système ne satisfait pas ses propriétés, on obtient des contre-exemples en booléen qu'on remonte au niveau du HLL pour pouvoir les analyser. Donc si c'est des contre-exemples en BMC, ça nous dit un chemin complet depuis le départ et ça permet d'analyser et de voir pourquoi ça ne tient pas. Là où c'est plus délicat, c'est quand on a des contre-exemples sur le step de l'induction. Parce que ça part d'un état qui souvent est en fait un état pas atteignable. Et donc à ce moment-là, on rajoute un lemme pour expliquer que cet état-là n'est pas atteignable et ne plus avoir ce cas-là et relancer le step. Et donc c'est un outil qui est pas mal utilisé à la RATP, notamment dans les activités de second regard, donc sur des postes de manœuvre. Sur des systèmes CBTC, et puis à Systerel, pareil, on l'a utilisé pas mal sur des systèmes ferroviaires. Une utilisation un peu dévoyée, c'est l'implantation de balises ferroviaires. Donc on utilise le programme non pas pour faire une preuve, mais pour trouver des contre-exemples. Donc en fait, c'est de la résolution de contraintes. On lui dit, les balises, on a tel critère, tel critère, tel critère. Et après, on lui met une obligation de preuve en lui disant il n'y a pas de solution possible qui satisfasse tous les critères. Et si on a de la chance, il dit si, il y a une solution. Et il donne la solution sous forme de contre-exemple. Et s'il dit non, c'est pas possible, là, on est très embêté parce qu'il faut retrouver quels sont les critères. C'est qu'on a des critères trop forts. Et donc, il faut jouer au jeu du chat et la souris en libérant certains critères pour essayer de trouver une solution. Une autre utilisation, c'est le back-to-back testing, où c'est pareil, on utilise l'outil à l'envers pour générer des contre-exemples qui correspondent à des cas de test. Et donc ça permet, si on a un modèle d'un côté et puis une implémentation de l'autre, ça permet de s'assurer que les deux correspondent en générant des tests. Une autre utilisation, c'est le relais statique communicant. Donc ça, c'est un projet de R&D qu'on a actuellement. Donc ça rejoint ce dont parlait Thierry tout à l'heure sur la cybersécurité et le besoin d'isoler des... Donc c'est quelque chose qui est commandable par un réseau, mais de manière sûre, du point de vue sûreté de fonctionnement et du point de vue sécurité. C'est-à-dire que n'importe qui ne peut pas déclencher le relais. Et donc, pour terminer, un petit peu de coq. Donc, dans le langage HLL, on utilise des fonctions partielles, comme dans pas mal de notations. Et donc, on veut s'assurer que ce qu'on dit a un sens, et donc que les fonctions partielles sont appelées dans leur domaine. Et donc, on peut vérifier chaque utilisation, mais ça devient rapidement très lourd. Donc, dans l'exemple ici, ça dit si D est différent de 0, zen à n sur D, L 0. Et donc, si on vérifie chaque utilisation, là, on aura une obligation de preuve fausse qui va nous dire ah ben non, quand tu écris n sur D, D, il peut valoir 0. Parce qu'on n'a pas utilisé le contexte dans lequel c'est utilisé. Donc, autrefois, c'était comme ça, et donc au lieu d'écrire n sur D, il fallait écrire n sur if D égale 0, zen 1, else D. Ce qui était très, 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 très pénible. Et donc, ce qu'on veut, c'est vérifier que les appels qui sont observables, qui ont une influence sur les sorties,
Définir très précisément ce qui est observable, ce qui ne l'est pas, c'est horriblement compliqué. Parce qu'il y a plein de... On a une explosion combinatoire, en fait. Parce que quand on a une conjonction, il suffit qu'un des deux membres de la conjonction soit à faux pour qu'on n'évalue pas le deuxième. Et comme c'est en cascade, à chaque fois, c'est x2, 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 et donc c'est 2 puissance n. Donc en fait, on s'intéresse juste à avoir une condition suffisante et qui soit utilisable en pratique. Et donc la question, c'était de savoir si la condition qu'on avait imaginée était effectivement une condition suffisante. Donc on modélisait d'abord ce que c'était donc pas tout le langage HLL, mais un sous-ensemble représentatif. Donc d'abord définir un type inductif exp qui représente les expressions HLL, donc ça décrit la grammaire du langage. Ensuite définir sa sémantique, donc fournir une fonction d'évaluation donc qui prend une expression, un vecteur d'entrée qui dit la valeur de la sortie à la fin du vecteur d'entrée et qui se présente sous forme d'un prédicat. Montrer que c'est déterministe. Et donc le fait que ce soit sous forme de prédicat, ça veut dire que certaines expressions peuvent ne pas avoir de résultat. Et ensuite, donc définir l'APO, elle est définie sous forme de transformation de la syntaxe. Donc c'est juste une fonction qui prend une expression HLL et qui donne l'expression de l'APO toujours en HLL. Et ensuite, montrer que si l'APO est vrai, alors il y a bien effectivement un calcul et qu'il y a bien un résultat dans la sémantique de l'expression. Et après, je voulais juste donner le début. Après, il y avait une suite, c'est-à-dire que quand on traduit en booléen, on a un truc qui peut donner des résultats même quand il n'y en a pas, parce qu'en booléen, on n'a que 2 valeurs. Et donc montrer que ce n'était pas grave et que si on avait l'APO de sanity, le résultat était quand même le bon. Et donc après, une fois qu'on avait validé ça, on pouvait se lancer dans son implémentation dans les outils. Comme c'est un outil de sécurité, c'est redondé, donc il fallait faire le développement 2 fois. Donc au final, ça représente beaucoup de boulot. Donc c'était important de ne pas se gaufrer dessus. Donc on a été content d'avoir fait une preuve formelle. Donc en conclusion, ça peut s'utiliser à plein d'endroits, les méthodes formelles, donc sur du système, du logiciel, des données, sur des outils aussi. C'est un outil puissant de vérification. Un autre aspect important, c'est que même si on ne fait pas l'épreuve, ça oblige à simplifier les choses, ça oblige à organiser, à simplifier, parce que sinon on ne peut pas raisonner dessus. Si c'est un gros plat de nouilles, on ne peut pas raisonner dessus. Donc même si on ne fait pas l'épreuve, ça apporte beaucoup de choses en termes d'organisation du développement. C'est un investissement au départ. C'est toujours plus cher de réfléchir avant d'agir que de se lancer joyeusement « Oh, ben on va coder et puis on verra bien ». Mais c'est un investissement qui est rentable dans le temps, à condition de rester pragmatique. En particulier, donc, dans les risques, il y a passer trop de temps sur des trucs qui ne sont pas importants. Les gens qui font du formel, ce sont des gens qui sont toujours un peu pointilleux. Bah, c'est un état d'esprit. Hein. Et donc le risque, c'est de passer du temps sur des trucs qui ne sont pas du tout critiques. Et après, là, ça risque de ne plus être rentable. L'autre risque résiduel, c'est la plateforme d'exécution dont tu as déjà parlé, Thierry. Ce n'est pas parce qu'on a prouvé que dans notre monde du logiciel, c'était tout bon, que effectivement, après compilation et encore plus à l'exécution, ça n'allait pas faire autre chose. Et donc avec les différentes techniques de diversification et de vote, etc. Et puis le dernier point, hein, c'est la validité du modèle. Est-ce qu'on a bien modélisé ce qu'on veut? Et la validité des hypothèses, c'est les hypothèses qu'on a faites. On nous a dit que c'était bon, mais est-ce que ça l'est vraiment? Notamment, souvent, quand on développe le logiciel, on considère que certains cas particuliers sont traités par les procédures de l'exploitant.
Et la question qui se pose, c'est est-ce que ces procédures existent effectivement chez l'exploitant et est-ce que c'est bien celles qu'on croit? Donc, tout ça, c'est les aspects évaluation de sûreté de fonctionnement qui sortent du cadre des méthodes formelles. Et donc, d'autres utilisations que je n'ai pas détaillées parce que je n'avais pas le temps et je suis déjà en retard, c'était Framassé, Adaspark. Donc ça, c'est pour faire de la preuve sur des programmes. Donc c'est pas très loin du B, avec un peu moins d'abstraction, malgré les ghosts. Et Isabelle HEL aussi, qu'on avait utilisé dans le prouveur de la plateforme Rodin. Voilà. Merci.